Et salut à tous, c'est Kléber. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après plusieurs mois d'absence et c'est pourquoi je vous propose dans cette première vidéo de relance de la chaîne de partir sur une série de vidéos destinées aux néophytes de la modélisation 3D. Donc vraiment, si vous n'avez jamais touché à un logiciel de modélisation 3D de votre vie, cette vidéo est faite pour vous. Alors rapidement, pour ceux qui me suivent et qui ont l'habitude de faire des choses un peu plus complexes avec moi, que ce soit en live ou sur d'autres sujets de vidéo, vous inquiétez pas, on va essayer de reprendre les lives, donc déjà on va pouvoir faire des choses plus techniques et plus longues, et j'ai essayé de faire aussi d'autres vidéos après celle-ci, pour vraiment des choses un peu plus expérimentées ou plus intéressantes, un peu plus complexes. Mais vu qu'il y a un début à tout, il faut bien que je vous propose quelque chose qui soit intéressant pour les débutants. Et c'est pourquoi je vous propose ce format. Alors ce format, je vais vous l'expliquer rapidement, c'est très simple en fait. L'idée, c'est de vous proposer un projet complet de modélisation 3D avec, si vous le voulez, vous pouvez imprimer votre rendu, ça ne tient qu'à vous, mais en tout cas c'est d'avoir un début, une fin et quelque chose de cohérent. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est de modéliser un moteur de temps. La modélisation de ce moteur va en fait se passer sur plusieurs vidéos et à chaque vidéo, on va réaliser ensemble une pièce de ce moteur et au final, on va tout assembler dans une dernière vidéo. D'ailleurs, je peux vous montrer, j'ai fait un petit schéma récapitulatif. Et boum, je me suis organisé. J'ai fait quelque chose de propre et de carré pour vous. Et donc pour ceux qui voudront suivre la modélisation jusqu'au bout, alors déjà, bon, j'écris pas très bien, mais ça c'est un détail. L'idée, ça a été pour éviter de faire un truc trop long, indigeste pour tout le monde, c'est de vous proposer en plusieurs petites vidéos. Donc première vidéo, nous allons faire une bielle. Donc ça c'est dans le titre de la vidéo. Et ensuite, après chaque vidéo, on va faire une nouvelle pièce. Ensuite, alors, donc on a tête de piston, vilebrequin, carter et au final, l'assemblage. Et vous voyez que par contre, voilà, je dessine mal et j'écris mal, mais l'idée est là. Et si vous souhaitez être au courant des dernières vidéos et d'avoir tout le suivi du projet, soit vous pouvez regarder la playlist quand tout sera sorti, sinon vous pouvez tout simplement vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche parce que ça, c'est pratique pour savoir quand une vidéo sort. Voilà, je remercie aussi Yobi et tous ceux qui m'ont donné cette idée sur le Discord. Merci à vous parce que l'idée était quand même pas mal. Vu que nous sommes dans la première vidéo, on va partir de zéro. J'ai vraiment imaginé que vous n'y avez jamais touché, que vous êtes tombé sur la modélisation 3D par hasard, je sais pas, que vous avez acheté une imprimante et que vous posez plein de questions, vous savez pas trop par où commencer. C'est pourquoi, alors la première chose que je vais vous dire, c'est que vous pouvez voir que la vidéo est assez longue, c'est vrai. Par contre, vous avez la timeline de la vidéo qui vous permet de vous balader et d'aller à n'importe quel moment de la vidéo que vous le souhaitez. Et je fais aussi des chapitres, donc pour que vous puissiez vous y retrouver dans la vidéo et aller directement aux endroits qui vous intéressent. Donc même si la vidéo est longue, si vous voyez des vidéos longues sur ma chaîne, ce n'est pas grave, vous pouvez vous déplacer dans la vidéo, faites ce que vous voulez. Mais si je veux que tout le monde puisse comprendre le sujet, je suis obligé de prendre le temps et donc les vidéos seront forcément longues. Sachant que la vidéo de la bielle sera certainement l'une des plus longues, je pense que l'assemblage aussi sera long, mais cette vidéo-là est particulièrement longue. Donc là, techniquement, nous sommes dans la première partie de la vidéo, un peu l'introduction, et j'aimerais vous présenter quelques généralités sur la modélisation 3D et notamment sur comment vous pouvez avoir des ressources intéressantes sur la modélisation 3D, comment apprendre, comment demander des conseils. Voilà, c'est juste histoire de se lancer, de vous donner quelques petites bases de départ. Donc pour le moment, on va rester face caméra, on ne va pas lancer le logiciel tout de suite. Je pars juste du principe que vous avez réussi à installer le logiciel de vous-même, sans que j'aille vous montrer comment c'est le logiciel. Honnêtement, on s'en fout. On est là pour modéliser avant tout. La première chose par laquelle j'aimerais commencer, c'est vous dire où trouver des ressources intéressantes pour apprendre la modélisation 3D. Donc, premièrement, évidemment, vous avez YouTube, vous êtes dessus, et il y a des gens qui ont fait des listes des YouTubeurs francophones qui sont assez intéressants à regarder. Donc ça, je vous afficherai juste la liste. Ce n'est même pas moi qui l'ai faite, celle-là, donc qu'importe. Vous avez aussi Facebook. Alors Facebook avec le très grand groupe de John Frog. Donc c'est possible que vous connaissiez déjà des choses que je vais vous présenter, c'est normal. Mais voilà, le groupe de John Frog sur Facebook, c'est un des plus gros groupes de modélisation 3D. Vous pouvez poser des questions, demander de l'aide et c'est vraiment génial pour progresser, surtout quand vous bloquez. Là où je trouve que les vidéos YouTube manquent d'interaction, vous avez de la chance, il y a des groupes Facebook qui vous aident, vous pouvez poser des questions, vous pouvez vous faire aider dessus. Donc profitez-en et vous n'avez pas que ça. Évidemment, vous avez aussi par exemple, alors moi je suis énormément sur Discord. Discord c'est vraiment pratique parce que ça vous permet de poster des images, des fichiers, faire des vocaux, faire des live conférences pour partager les infos. Je trouve que ça a vraiment plein d'avantages Discord pour l'aide, le dépannage, poser ses questions. Donc j'ai créé mon propre groupe Discord, vous retrouverez les liens dans la description. Et normalement, si vous regardez sur les chaînes YouTube ou les groupes Facebook, vous verrez qu'il y a probablement d'autres Discord que le mien. Et en dernier lieu, vous pouvez aussi apprendre la modélisation 3D, par exemple en live. Alors moi, je fais beaucoup de live.
Je sais pas trop si c'est le cas des collègues comme ça de mémoire, je saurais pas vous dire. Mais vous pouvez aussi retrouver par exemple sur Twitch ou sur YouTube des lives. Et l'avantage des lives pour vous, c'est que c'est plus interactif, que vous pouvez poser vos questions. Et ça peut vous permettre aussi de vous débloquer, de voir la personne travailler en live. Parce qu'attention, ça peut vous paraître facile quand vous regardez quelqu'un faire sur une vidéo YouTube parce qu'il y a les cuts, il y a les sauts, c'est scénarisé. Par contre en live, voilà, c'est du réel. Et là vous allez comprendre que quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose et vous dites ouais, il l'a fait facilement, je suis vraiment éclaté. En fait non, la personne n'est pas aussi forte que ça, c'est juste que derrière il y a eu un peu de temps qui s'est passé entre les deux. Parfois j'ai un petit peu galéré sur certaines vidéos, vous le voyez pas, mais parfois c'est pas toujours évident. Donc voilà, ça c'était pour les réseaux sociaux, donc Discord, Twitch, Facebook, évidemment les commentaires, YouTube, même si c'est pas ce que je préfère. Et déjà rien qu'avec tout ça, vous êtes plutôt bien parti. Et il y avait une dernière chose dont je voulais vous parler qui est un peu dans le côté divers, c'est comment poser une question sur un groupe de modélisation 3D. Parce que ça, je le vois très souvent, je sais que chez John c'est pareil, c'est la même guerre. Beaucoup de gens posent des questions, mais ils posent des questions à l'arrache et du coup, personne ne veut y répondre ou c'est tout simplement impossible d'aider. Donc moi, ce que je vous recommanderais vraiment pour poser une question, c'est tout d'abord expliquer ce que vous voulez faire, pourquoi vous êtes en train de modéliser ça, montrer où vous avez bloqué et expliquer un peu votre... En fait, il faut donner un peu votre raisonnement à ce moment-là. Et la dernière chose qui est indispensable et qui est très rarement faite, c'est tout simplement de faire une capture d'écran du problème ou au moins un petit croquis, mais quelque chose pour expliquer. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais vous avertir, surtout si vous êtes débutant, c'est si vous posez une question à l'arrache, les gens... Alors en fait, dans le pire des cas, on vous enverra chier. Dans le meilleur des cas, vous n'aurez tout simplement pas de réponse. Et pour vous, ça serait quand même dommage et malheureux. Donc, vraiment, essayez de suivre un peu cette trame. On explique ce qu'on veut faire, on décrit son problème et on essaye de documenter avec une image que ça soit clair. Et là, vous verrez qu'en général, les gens vous répondront avec plaisir parce que la communauté n'est pas si vache que ça. Très bien, ça, c'était les petits à propos. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de la modélisation 3D et surtout de la modélisation 3D avec Fusion 360. Je ne vais pas vous noyer dans des détails de savoir... en fait, il y a différents types de logiciels. Et donc ça, je ne vais pas vous bassiner avec ça. Je vais surtout vous expliquer comment fonctionne Fusion et la logique qu'il y a derrière. Et si on arrive déjà à comprendre tout ça dans une vidéo, ça sera déjà pas mal. Donc ça, c'est tout pour les petits à propos sur la modélisation 3D. Maintenant, je vais vous parler de Fusion 360. C'est pour ça que vous êtes là. Et plus particulièrement de la modélisation 3D sur Fusion 360. Alors, sachez que selon les logiciels, la philosophie va pas toujours être la même. Mais moi, je vais vraiment focaliser que sur Fusion et je vais vous expliquer que ça. Votre objectif, c'est de réaliser un volume en 3D. Et pour ça, sur Fusion, en fait, il y a une routine à réaliser. C'est un ensemble d'actions que vous allez faire à chaque fois pour arriver au final à votre résultat. C'est tout simplement que vous allez commencer par faire une esquisse sur un plan. Donc, ça va être un dessin à plat de ce que vous voulez faire. À partir de cette esquisse, vous allez réaliser une fonction. Et cette fonction, ensuite, elle va vous donner un volume en 3D. Et sur ce volume en 3D, vous allez pouvoir appliquer un modificateur pour vous rapprocher encore plus du résultat. Même si du premier coup vous ne serez pas arrivé au résultat final que vous avez imaginé, eh bien en répétant plusieurs fois cette routine de esquisse, fonction, modification, vous allez finir par arriver à ce que vous aviez imaginé. Allez, trêve de bavardage, je sais déjà c'est très long comme introduction, donc on va se lancer sur le logiciel. Alors pour démarrer, donc comme je l'avais promis en début de vidéo, on va réaliser une bielle. Pour télécharger le schéma de la bielle, je vous laisse sur Discord, vous trouverez le lien dans la description. Alors n'hésitez pas, souvent je pense que Discord va vous demander de vous inscrire, n'hésitez pas à recliquer une deuxième fois ensuite sur le lien pour accéder vraiment au message, à l'image spécifique, parce que sinon vous ne la retrouverez pas forcément sur le Discord. Sur cette image, vous retrouverez un petit schéma de la bielle avec un petit peu de quoi vous donner une idée de ce qu'on va faire, des dimensions, donc je vous ai ajouté des dimensions pour que vous puissiez le faire de votre côté, et l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui soit à peu près, voilà, à peu près imprimable en 3D, sans que ça soit trop long pour que vous puissiez le faire à la maison et qu'après si jamais le moteur fonctionne, voilà, vous puissiez un peu jouer avec. Ça, c'est notre objectif. Je viens de vous montrer un plan en 2D et notre objectif c'est de réussir à avoir ça en 3D. Donc normalement, à la fin de cette vidéo, si tout se passe bien, on va réussir à avoir le même modèle 3D que vous avez ici. Alors n'ayez pas peur quand vous allez le faire de votre côté, parce que oui, je vous recommande de le faire de votre côté. Si vous ne faites que regarder la vidéo, vous n'allez pas progresser. Hein. Très clairement, ce que je vous conseille de faire, c'est regarder la vidéo rapidement, sauter des bouts, aller vite dans la vidéo, regarder un peu où je vais, pourquoi j'y vais, et ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est re-regarder la vidéo une deuxième fois, mais suivre vraiment pas à pas les étapes. Mais au moins la regarder une première fois vraiment rapidement en sautant des étapes pour que vous ayez une idée de là où on va. N'hésitez pas à regarder une petite image éventuellement du modèle 3D pour vous guider et pour voir un peu où vous allez aussi quand vous allez modéliser de votre côté. Et à côté de ça, vous pouvez aussi avoir voilà, le schéma de la bielle pour pareil vous guider
avoir les dimensions et bien comprendre où on va. Allez, on se lance. On va ouvrir un nouveau fichier. Donc pour ça, c'est très simple. On va en haut à droite. Vous avez une nouvelle conception ici. On clique et on est dans un nouveau fichier sur Fusion 360. Je ne vais pas tout vous détailler parce que si je vous détaille tout, vous allez être perdu. Ça va être trop d'informations pour pas grand-chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer directement dans la boucle que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va aller donc créer une esquisse. Alors vous avez soit vous allez ici, soit vous pouvez aller directement sur l'icône raccourci. Hop, moi on va cliquer sur le raccourci. Vous venez de cliquer là-dessus, vous avez ça qui apparaît. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez retenu parce que c'est allé assez vite pour le coup, une esquisse doit être faite sur un plan. Parce qu'en fait, c'est comme un dessin. Vous allez dessiner sur une feuille de papier. Et pour ça, vous allez devoir choisir un plan. Là, vu qu'on commence, le plan n'a pas d'importance. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. En général, moi, je vais prendre le plan qui est là. Vous voyez là, l'angle entre la flèche verte et la flèche rouge. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça correspond à peu près aux normes de modélisation 3D industrielle. Mais franchement, c'est pas grave si vous ne respectez pas ça. Vous avez juste à cliquer. Et là, vous allez rentrer dans le plan, c'est-à-dire que là, vous êtes maintenant sur une feuille et vous allez vraiment pouvoir dessiner. Pour dessiner, on a des outils, les choses les plus classiques. Vous pouvez créer des lignes, tout simplement, regardez, toc, là, j'ai fait une ligne. Vous avez par exemple des choses qui sont préconstruites, des cercles, des rectangles, des polygones, juste faire des formes d'arc. Vraiment, vous avez plein de possibilités. Et nous, on va essayer de se focaliser sur des choses assez simples pour que vous ne soyez pas perdus. Tous les menus qui sont à droite, je ne vais pas vous les expliquer. Je vais juste vous les montrer en cours de route pour vous montrer à quoi ça sert. Mais là, si je vous explique ça maintenant, vous allez vous prendre une déluge d'informations et ça ne va pas nous faire avancer. La première question qu'on doit se poser maintenant, c'est qu'est-ce que l'on va faire comme premier volume 3D. Donc je vous avais dit, on fait une esquisse, on fait une fonction, on fait une modification, et à partir de tout ça, ça va nous donner un volume 3D. Ok. Par contre, si je regarde ma bielle, comment je vais faire? Là, c'est généralement le plus difficile pour un débutant, c'est de savoir par où on attaque le début. Ce que je vous recommande de faire, ça c'est la règle absolue, et je pense même que je vais faire une vidéo rien que pour ça, c'est de commencer par des formes qui sont simples. Donc là, moi je vais vous dire les formes les plus simples à faire, c'est normal, mais avec la pratique, vous allez réussir à savoir quelle forme vous allez pouvoir faire facilement sans trop vous prendre la tête, et commencer par faire cette forme-là, puis une autre forme, etc. Là d'emblée, je vais vous dire, ce que l'on voit de simple ici, ce sont ici les deux cylindres en fait que vous avez là. Vous en avez un là, un cylindre, et vous avez un autre cylindre qui est ici. Alors, il a des petites oreilles, mais les petites oreilles, on va les exclure. On va s'imaginer qu'on fait le plus simple possible. Allez toujours à la forme la plus simple. Vous pourrez tout modéliser en faisant ça. Donc pour ça, on va faire un cylindre. Alors comment on fait un cylindre? Bonne question. Dans Fusion 360, c'est simple. Vous allez donc créer et vous allez faire des cercles. Ok, là on commence. Je fais un cercle. Très bien. On peut le voir très simplement. Là, je vous ai dit, on fait une esquisse. Dès maintenant, je pourrais faire une fonction. Donc je pourrais aller dans extrusion par exemple, c'est la fonction qu'on va utiliser pendant toute la vidéo. Et la fonction extrusion en fait nous permet à partir de notre esquisse, en la sélectionnant, de créer un volume 3D. Ok. Donc là on a fait un cylindre, mais on a fait vraiment quelque chose de très simple. On va essayer quand même d'aller se complexifier un peu la vie. Je fais CTRL Z, je reviens en arrière et on va essayer de faire quand même un truc un peu plus détaillé. Alors première chose, on va se dire ok, je vous ai montré un schéma ici et vous voyez que sur ce schéma, j'ai mis des dimensions. Donc déjà, je pourrais au moins donner une dimension à mon cercle. Ça pourrait être pas mal. Parce que là, vous regardez, actuellement, mon cercle, il peut bouger comme ça. Bon alors, comment je fais? Comment je peux donner une dimension? Dans Fusion, c'est simple. Vous avez ici, code d'esquisse. Ça vous permet de donner des dimensions à tout et n'importe quoi. Et dans l'idéal, il faut que vraiment toutes vos esquisses soient bien dimensionnées, bien cotées. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir. Ça va demander de la pratique, mais en fait, il faut donner des dimensions à tout pour que les choses soient cohérentes et qu'ensuite vous ayez les bonnes formes. Et pourquoi en fait donner des cotes? C'est parce que si par exemple vous choisissez plus tard d'imprimer en 3D la bielle et que je sais pas, par exemple sur une bielle ici vous avez besoin de faire passer des vis. Et bien pour faire passer ces vis, il va falloir que vous mettiez la bonne dimension pour ce trou. Tout simplement vous allez mettre une cote et voilà, vous allez dire ce trou a telle dimension. Ok, donc on retourne ici, code d'esquisse, je vais cliquer sur mon cercle. Et là, vous allez voir apparaître une cote. Et je peux rentrer une valeur. En fait, cette valeur, tout simplement, là, telle que je l'ai sélectionnée, je vais donner une valeur au diamètre de mon cercle. Alors, on va regarder sur le schéma que je vous ai donné. On va dire, on commence par faire le cercle qui est là, celui en noir. Et vous pouvez voir, il est à une cote de 20.
Tiens, j'arrive pas à faire bouger la cote. Voilà, comme ça. Donc là, vous pouvez le voir. Alors, bon, je vous le dis, hein, mais ça, c'est une cote de 20. En fait, on voit que ça tape à cet endroit-là. Ah non, pardon, même c'est un rayon de 20. Parce que vous voyez, il y a écrit R20. Donc ça veut dire ici, je vais devoir mettre 40. Pourquoi je mets 40 et pas 20? En fait, vous voyez ici, il y a le petit symbole avec un rond barré. Tout simplement, ça veut dire que ça, c'est la valeur du diamètre. Et quand il y a un R, c'est pour le rayon. Quand il y a un rond comme ça, c'est pour le diamètre. Donc là, je sais que je multiplie obligatoirement par 2. Ouais, je sais, ça fait pas mal d'infos déjà, mais c'est comme ça. Vous allez vous prendre des juges d'infos. Au début, je pense que vous allez un peu galérer. Ok, on a fait une première forme. Donc là, je pourrais faire une extrusion tout de suite. Je pourrais faire ma fonction et ensuite ma modification. Mais on va quand même essayer d'aller plus loin parce que dans l'esquisse, vous pouvez faire énormément de choses dans l'esquisse avant même de faire une fonction. On va essayer d'aller au plus simple. Je vous avais dit, on fait un cylindre. Donc là, vous pouvez voir ici, il y a le deuxième cercle qui est là. Bon, on va le faire. Regardez, c'est très simple. En fait, je vais aller dans cercle, tout simplement. Je refais un cercle et j'ai un nouveau cercle. Alors, qu'est-ce que ça change? Vous allez me dire, en fait, quand je vais faire mon extrusion après, je vais faire mon extrusion ici, donc je sélectionne la fonction, j'ai le panneau de la fonction qui s'affiche et qui me dit, regarde, tu peux faire une fonction et tout machin. Vous avez ici contour. En fait, vous pouvez choisir ce que vous sélectionnez. Donc, vous pouvez très bien dire, je sélectionne que ça, ou que cette partie-là. Et donc là, du coup, vous avez juste un cylindre vide, ou vous pouvez tout prendre. C'est un peu comme vous voulez. Après, il y a d'autres petites méthodes, d'autres petites subtilités, mais en tout cas, vous voyez, sur un cercle, sur une forme simple, vous pouvez choisir de le faire vider grâce à cette deuxième esquisse qu'on a fait tout à l'heure. Ok, donc ça, j'annule parce qu'il nous manque une chose, il nous manque une dimension, il nous manque une cote. Vous pouvez voir d'ailleurs que j'utilise ici, en haut à droite, vous avez un petit outil en fait qui vous permet de vous balader dans les vues. Si jamais vous êtes perdu en déplaçant la vue, ce qui va vous arriver en général au début, vous pouvez facilement vous y retrouver en cliquant là-dessus. Ça va vous recentrer sur une vue fixe et vous allez être tout de suite plus à l'aise. Hop, je me remets à la vue de base. Parfait. Donc là, il faut que je rajoute ma cote. Alors, on va aller voir. Hop, je vais aller dans son nom. Ici, j'ai quoi? J'ai R24. Très bien, pas mal. Donc là, je sais qu'en fait, de base, je devrais mettre 48 tout de suite dans ma valeur. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va venir, on va mettre, tac, ici, 48. Et on va voir du coup un cylindre. Alors à savoir, et là je vais pas vous noyer de détails là-dessus, on le verra plus tard au fur et à mesure dans les autres vidéos, je vais pas vous noyer dans ces détails là. Moi je n'aurais pas coté comme ça pour certaines raisons, pour optimiser disons la modélisation 3D. Mais là on commence par faire quelque chose de simple, après on verra comment faire quelque chose d'optimisé. Donc on part là-dessus, on dit on a un cercle de 40 et un autre cercle de 48. Donc ça va nous permettre de créer un cylindre avec tout simplement la fonction extrusion. Donc là, je lance. Vous pouvez voir, alors ici, j'ai un curseur pour régler moi-même à la main ce que je veux faire. Vous avez à droite un menu avec plein d'informations. Moi, je vous recommande d'éviter de toucher à un maximum de choses. Ce que je préfère, par contre, sur l'extrusion, et ça, c'est vraiment un tips pour les débutants, je pense que c'est... Enfin, pour moi, c'est vraiment le plus optimal. Je sais que j'ai dit que j'allais pas trop parler d'optimisation, mais pour bien débuter, je vous recommande vraiment d'essayer de faire ça. C'est d'utiliser le plus souvent possible dans direction, vous avez un côté et vous pouvez faire ici symétrique. Quel est l'intérêt de faire symétrique? Je vais vous demander de me faire confiance un petit peu quand même au début. Le gros avantage en fait de faire symétrique, c'est que ça vous permet de garder vos esquisses, en tout cas vos dessins, au milieu de votre volume 3D. Et ça, je vous assure que vous allez vous simplifier la vie en faisant ça, c'est assez phénoménal. Ok, donc là, j'ai une petite boîte de dialogue, je touche à rien d'autre. Hein. Vraiment, je clique, hop, ici, je fais symétrique, je touche à rien d'autre en attendant. Et j'ai une petite boîte de dialogue ici qui me propose la distance. Donc la distance, on va la regarder. Vous n'êtes même pas obligé de la regarder sur le plan. Hein. Moi, je vais vous la donner directement comme ça à l'oral. Je vois ici que ça doit faire normalement 13 à peu près. Oh, attendez, j'ai un doute. Alors, quand vous avez un doute et que vous avez déjà un modèle 3D, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mesurer dans le logiciel. Vous avez ici inspecter, et vous avez une petite règle. Et en fait, vous allez cliquer sur ce qui vous intéresse. Hop, donc par exemple, moi, je voulais voir la distance entre cette surface-là et cette surface-là. J'ai 14 mm. Ok. Donc ça, je le retiens. Donc entre les deux, hein, c'est-à-dire là, l'épaisseur, j'ai 14 mm. Je vais revenir ici. Hop. Et là, je vois, mince. Je vois que je n'ai plus la petite boîte de dialogue. Ça va vous arriver de perdre vos boîtes de dialogue. Je peux vous dire, vous allez en chercher un paquet de boîtes de dialogue. Pour retrouver la boîte de dialogue, c'est simple. En bas, ici, vous avez un historique. Cet historique, en fait, va lister chacune de vos actions. Donc, vous pouvez voir en bas, là, ici, on a notre petite esquisse du début.
Et ensuite, on a notre fonction. Donc ça va vraiment tout mémoriser, hein. Quand on aura terminé, vous verrez qu'on aura une liste assez longue. Là, vous voyez, vous avez toutes les fonctions que j'ai fait pour arriver à ma bielle. On n'est pas rendu encore. On vient ici, donc on a notre historique. Et en fait, quand on va cliquer sur la fonction ici, on va faire clic droit, modifier la fonction, et ça va nous faire réapparaître. En fait, c'est comme si on revenait en arrière, on faisait un retour dans le temps. Et on va pouvoir du coup remodifier. Alors attention, la barre d'historique, je n'en ai pas parlé au début parce que c'est très pratique. Par contre, ça peut vous faire des surprises. Si vous remontez trop loin dans le temps, vraiment c'est retour le futur. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Biff il va revenir avec la manac et là vous êtes foutu. Alors on avait dit 14 mm, sachant qu'on voulait 14 mm d'une face à l'autre. Et là en fait on voit que on mesure, regardez si on se met sur le côté comme ça, on voit qu'on mesure de la moitié vers la première surface. Donc là vous avez deux possibilités pour ça. Soit vous modifiez ici mesure, donc là il fait mi-longueur ou toute la longueur. Pas mal. Ou alors, tout simplement, vous divisiez par 2. Vous saviez qu'il fallait juste faire 7. Dans ce cas-là, vous aviez le choix. Mais vous pouvez soit dire, je prends sur toute la longueur, et donc là, vous mettez juste 14 mm. Tac. Ou vous passiez en mi-longueur, et là, vous divisiez par 2. Et en fait, à quoi on le voit? Bah, vous voyez, si on se met sur le côté, on voit très bien qu'en fait, notre flèche, elle va de la face du bas vers la face du haut. Alors qu'à mi-longueur, bah, si je mets 7, on voit que là, le petit trait, là, il s'arrête de là jusqu'à là. On voit bien que la cote, elle est faite ici. Donc, on va se mettre à 7 mm. Ok, pas mal. Donc là, première chose, on a fait notre premier volume. On n'est pas rendu, mais vous inquiétez pas, on va avancer un peu plus vite maintenant. On va voir d'autres choses, on va faire maintenant une nouvelle esquisse. Alors, pourquoi une nouvelle esquisse? On va faire le volume de ce cylindre-là. Donc là, normalement, c'est simple, on va refaire du redit quasiment. Il nous suffit de créer une esquisse, ok. Et là, par contre, important, bah, je vais venir dessiner sur le même plan que tout à l'heure. Donc là, faites bien attention, je reviens sur le plan qui est là. Si jamais vous cliquez par mégarde sur le mauvais plan, regardez, ça va me mettre là comme ça ici. Ok, c'est pas grave, je fais terminer l'esquisse et je vais tout simplement venir la supprimer. Hop, je la dégage. Pensez à bien nettoyer votre historique. Ne laissez pas quelque chose traîner en vous disant « Oh, ça ne me dérange pas ». Vaut mieux retirer, vous serez plus tranquille. Ok, donc on va recréer une esquisse. On va sélectionner le bon plan. Tac, ici. Et on a dit qu'on allait faire un nouveau cylindre. Tac, donc c'est celui-là. Ok. Alors pour nous simplifier la vie, je vais mettre dans le bon sens. Hop, je vais faire un tour comme ça. Le verre, il est là, parfait. Ok. Ok. Très bien. Donc là, je vous le mets juste droit avec les bons axes, mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'on sait et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit créer un cercle. Donc on va refaire exactement la même chose que tout à l'heure. Je crée un cercle, ok. Je vais créer mon deuxième cercle. Ok. Bon là, vous voyez, j'ai fait une erreur exprès. Je n'ai pas mis les deux cercles ensemble. Je ne les ai pas mis en fait circonscrits ou coaxiaux, ça va dépendre. Dans Fusion 360, quand vous allez faire des esquisses, vous allez pouvoir ajouter des contraintes. Ces contraintes sont là pour vous simplifier la vie et pouvoir juste dessiner plus facilement. Donc là, par exemple, ce que je veux que ce cercle-là soit aligné comme ça, droit, avec l'autre cercle. Ok ? Donc comment je vais faire? En fait, vous n'allez pas créer des cotes, vous allez tout simplement utiliser des contraintes, parce que les contraintes vont vous permettre de le faire de manière vraiment très simple. Avant d'aligner les deux cercles, regardez pareil, moi je voudrais que par exemple ce cercle-là soit à l'intérieur de celui-là et que les deux soient bien centrés en fait. Et bien tout simplement, vous avez une contrainte pour ça. Je vous invite à regarder un peu, à lire éventuellement, juste regarder un petit peu ce qu'il y a. Et moi, je vais de toute façon vous donner directement les contraintes qui vous intéressent. Majoritairement, j'utilise concentrique ici, milieu, égal, beaucoup égal, tangente et 99% du temps, j'utilise coïncidente. C'est vraiment celle qui est la plus intéressante. Regardez, je vais vous montrer. Moi, je veux que ce cercle-là soit au centre de celui-là. Et bien, c'est très simple. Je vais utiliser la coïncidence. Coïncidence, c'est tout simplement quand deux choses se touchent. Donc, c'est-à-dire deux points qui sont coïncidents, ils sont au même endroit, tout simplement. Donc, pour ça, regardez, je clique sur coïncidence, ok. Vous voyez que mon curseur, il a changé. Il y a le petit logo de la coïncidence qui est apparu. Tout simplement, je vais cliquer sur le point ici. Ce point-là, ça veut dire en fait que c'est le centre du cercle, tout simplement. Je dis, le centre du cercle, il doit être au centre de ce cercle-là. Tac. Et ça va venir directement se déplacer. Et vous voyez qu'en fait, maintenant, regardez, si je déplace, les deux bougent ensemble. Ok. Donc là, ça, c'est une première chose. C'était un problème que vous avez eu avant, mais que je n'ai pas expliqué quand j'ai fait la première esquisse. C'est normal, vous allez voir.
C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait regarder la vidéo peut-être en 2 fois, c'était plus pratique. Donc là, vous voyez, j'ai créé une esquisse. Comment je vois ce que j'ai créé? Parce que ça n'apparaît pas dans mon historique. Et bien en fait, vous allez pouvoir passer votre curseur et vous allez voir ici apparaître un petit symbole. Et bien en fait, c'est le petit symbole que vous avez ici, le symbole de la coïncidence. Alors il est un petit peu stylisé du coup, mais vous savez qu'ici, une coïncidence a été créée. Alors vous ne savez pas forcément entre quoi et quoi, mais ça c'est pas grave. Si ça vous gêne, si jamais vous en créez une par hasard, ce qui peut arriver, vous avez juste à cliquer dessus. Regardez, là, alors là, regardez, je sélectionne le point et là, je sélectionne la coïncidence. Vous voyez bien la différence d'éclairage entre le point qui est là bleu et maintenant c'est ma coïncidence qui est bleue. Regardez, je supprime et maintenant mon point est devenu blanc et je peux à nouveau déplacer. À savoir que vous n'êtes pas obligé d'aller ici pour créer des contraintes. C'est pour ça que je vous avertis que parfois certaines contraintes peuvent se créer sans que vous en rendiez compte. En fait, parfois, par exemple, regardez, juste en déplaçant ici, je viens au centre et là, il m'a créé une contrainte. Ça se voit en fait, regardez, je repasse le curseur dessus et là je vois que la coïncidence est revenue alors que je n'ai touché à rien à part déplacer les formes. Donc faites attention à ça, parfois vous avez des contraintes qui peuvent se créer toutes seules. À quoi vous pouvez voir qu'il y a des contraintes qui ont été créées? Eh bien tout simplement, vous voyez que en fait les esquisses changent de couleur quand vous créez des contraintes. Et donc ça, vous allez voir ensuite, en fait, quand on aura terminé, normalement, toute notre esquisse sera en noir, ça veut dire qu'elle sera parfaitement contrainte. Ok, donc là, ça se balade toujours. Ce que l'on peut faire, on peut donner les dimensions. Déjà, les dimensions, ça c'est quelque chose qu'on connaît, on sait faire maintenant, on a vu. Donc là, j'ai rayon de 10 pour le grand cercle, et je vois j'ai un diamètre 12 pour le petit cercle. Donc voilà, faites attention à ce jeu de dimensions. Hop, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller code d'esquisse. Je clique ici, lui, hop, je le mets à 12. Et lui, on l'a dit, on le mettait à 20. Ok, donc là, on a mis ce qu'on a su faire dans la première esquisse. Maintenant, je dis, bah, faut le contraindre. Faut l'aligner avec celui-là. Faut que ça soit propre, faut que ce soit bien droit. Faut qu'on soit sûr que ça bouge pas. Ok, alors comment on va faire ça? Là, on va rentrer un petit peu dans le grand art des esquisses. En fait, il faut tout faire au possible, vraiment essayer au maximum d'utiliser des contraintes. Pour ça, on va utiliser des lignes de construction. Donc regardez, je vais vous montrer comment on fait une ligne de construction. Tout simplement, vous allez ici dans créer, vous allez avoir ligne et vous pouvez créer une ligne. Ça, c'est une ligne normale. Si vous cliquez dessus et que vous allez dans le panneau à droite, vous avez ici construction. Et là, votre ligne devient en pointillé tout simplement. Et en fait, ça veut dire que c'est une ligne de construction. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec les fonctions. Elle vous permet juste de construire votre esquisse proprement. Ok, donc là, je la supprime. Tac, voilà. Donc, on peut par exemple cliquer sur ligne et aller cliquer directement sur construction. Et à partir de là, vous voyez, je peux faire plein de lignes de construction à la file. Vous pouvez juste par exemple sélectionner une ligne et dire bah celle-ci, hop, c'est plus une ligne de construction. Vous pouvez la refaire passer, vous pouvez faire un peu comme vous voulez, c'est assez permissif, ok? Donc je supprime tout ça, ça ne m'intéresse pas. Comment je vais aligner du coup le cercle ici avec la forme qui est là? Tout simplement, donc j'ai dit je vais créer une ligne, hop, de construction. Alors vous voyez que là ça me l'a gardé activé, hein. Vous pouvez le désactiver parce que sinon parfois ça va rester activé et vous allez vous dire tiens pourquoi cette ligne de construction, j'en veux pas. Vous allez du coup avoir cette ligne de construction. Là, actuellement, elle ne nous sert à rien. Ce qu'on va faire, c'est très simple. On va créer une coïncidence ici. On va dire que ce point-là doit être au centre de ce point-là. Ok ? Et pareil, celui-ci va être au centre de celui-là. Pratique. Ok ? Pour le moment, ça ne nous a pas avancé à grand-chose. On n'a quasiment rien changé. On va essayer de rajouter d'autres contraintes. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de toujours ajouter un maximum de contraintes et à la fin, vous rajoutez une cote. Et là, normalement, ça sera bien fait si vous réussissez à faire ça. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire pour limiter un peu que ça bouge? Eh bien, je vous souffle la réponse tout de suite. Vous allez dans les contraintes, vous avez horizontal, vertical. Et je vais dire que cette ligne ne doit être que à la verticale. Voilà, comme ça, juste en cliquant dessus, ça le fait. Et là, vous voyez d'ailleurs qu'ici, hop, il y a le petit dessin qui est apparu de la contrainte verticale. Ok, c'est pas mal. Et maintenant, bah, ça bouge plus que sur un axe. Ok, vous voyez, si je clique et que j'essaie de déplacer, ça bouge pas plus que ça. Je vais aller dans mon schéma et on va essayer de trouver un truc. Regardez, là, je vous ai mis exactement la cote que vous devez mettre ici. Vous voyez, vu que j'avais un peu anticipé le truc, je vous ai mis une cote entre le centre du cercle qui est là jusqu'au centre du cercle qui est là. Et bien, si on regarde en fait, là où on est, bah en fait, c'est exactement ce que fait notre ligne noire.
Donc là, vous voyez, c'est un peu la difficulté du truc. C'est de réussir à se projeter, à se dire, ok, je vais créer une esquisse, une cote, une contrainte pour construire mon truc. C'est la difficulté. Mais c'est pour ça que j'ai fait en plusieurs vidéos, c'est que pour à chaque fois, on puisse voir différents cas, différentes manières de faire des esquisses, apprendre à bosser le truc. Il n'y aura que par la pratique que vous réussirez à faire ça. Là, actuellement, probablement, vous bitez rien. C'est normal. Il faut en bouffer. Moi, je l'ai fait. Hein. J'ai fait des exercices de ces trucs-là, des pelles et des pelles. Et ensuite, après, j'ai su le faire. Mais vous ne pourrez pas y couper. Si vous ne pratiquez pas, vous ne saurez pas faire d'esquisse. Et je veux même vous dire, le plus important, c'est que vous ratiez pour que vous essayiez de vous prendre la tête dessus et qu'à travers l'échec, en fait, vous dites, en fait, voilà, le chemin le plus simple pour faire ce que je veux, c'est celui-là. Donc voilà, je vous ai dit, on doit mettre 90. Et là, tout simplement, on va réutiliser la cote d'esquisse. Et on va dire, en sélectionnant toute la ligne, tout simplement, on va dire, ma ligne, eh bien, elle fait 90. Tac. Hop, comme ça. Voilà. Je termine l'esquisse. Et maintenant, bah, je vais aller dans mes fonctions. Ici, extrusion. Et on va refaire la même chose que tout à l'heure. On ne se prend pas la tête. On refait, tac, symétrique ici. Et la cote qu'on avait mis, si je ne me gourre pas, c'était 7. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, on peut vérifier que je ne me sois pas planté. Si on se met comme ça en vue, voilà, ils sont tous les deux alignés. C'est normal, il n'y en a pas un qui dépasse de l'autre. J'ai mis les mêmes dimensions. Et c'est là où on voit l'intérêt de ce logiciel. C'est précis, j'ai mis les mêmes dimensions, il n'y a pas de surprise. Tout le monde est aligné, c'est parfait. On a réussi à faire nos deux premières formes, celles que je vous avais indiquées au début de la vidéo. Maintenant, on va essayer de passer à une autre forme. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de trouver une forme qui n'est pas trop compliquée. Moi, je vous recommanderais de faire... Alors en fait, je sais déjà les formes, mais essayez peut-être un peu de réfléchir. Mettez la vidéo en pause et posez-vous la question quelle forme vous pourriez faire facilement. Après, vous avez un peu un indice au vu de là où on en est. En fait, vous avez deux possibilités. Soit vous remplissez à l'intérieur ici, soit vous occupez de faire les petites oreilles pour venir fixer les pièces. Ok. On va commencer par faire, tout d'abord, on va faire l'intérieur ici. Parce que l'intérieur ici, c'est ce qu'il y a quasiment de plus dur. Là, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Mais quand on aura fait ça, normalement, ça sera terminé. Donc là, on va recréer une esquisse. En fait, on va répéter notre cycle. Par contre, c'est vrai que pour le moment, on n'a fait que fonction, esquisse, fonction, esquisse. On peut le voir en bas. On n'a pas encore utilisé de modificateur. Mais après, vous inquiétez pas, ça va venir, on va le voir. Alors, on refait une esquisse. Et on va reprendre notre plan. C'est pour ça que je vous ai sélectionné la bielle en fait. C'est que vous avez énormément travaillé en 2D, donc vous n'allez pas avoir à vous poser beaucoup de questions au niveau des plans pour le moment. Ok, donc je fais ça. Et là, ce que je veux, c'est créer la forme ici arrondie. Ok. Alors comment je fais? Pour le moment, on a vu que les cercles. On a vu aussi les lignes. Vous avez d'autres choses. Alors vous avez une chose qui est très puissante et qu'on va utiliser, c'est ici la spline. Alors la spline, ça vous permet de faire des courbes. Attention, les courbes, c'est bien, c'est joli. Par contre, les splines, c'est compliqué à utiliser. Je vais vous montrer. Regardez, je vais dans spline ici. Je fais spline de point de lissage. La deuxième, je n'utilise jamais très honnêtement. Et vous avez le raccourci qui est là. Je clique et je reclique. Ok. Donc là, j'ai fait 2 clics. Hein. Attention, parce que c'est important, il va falloir suivre. Et vous pouvez voir que maintenant, si je me balade, ça me fait une courbe. Ça me fait un peu une banane. Eh bien, en fait, ça dépend. Là, c'est juste, ça vous montre ce qui se passe si vous choisissez de recliquer et de créer un nouveau point. Par contre, vous pouvez cliquer ici sur la flèche verte et ça va tout simplement arrêter de créer la spline et on n'aura que 2 points. Là, je commence, j'ai que 2 points. Ok, vous allez me dire, très bien, on a fait une droite, c'est un peu nul. Alors, effectivement, quand on ne bouge que les points, on n'a qu'une droite et c'est pas intéressant. Ce qu'on va voir, je vais vous zoomer un peu dessus, regardez, je vais cliquer sur le point, juste je clique dessus. Et j'ai ces clés ici qui apparaissent. En fait, ces clés nous permettent de gérer la courbure. Ok? Donc là, vous sentez un peu le truc compliqué à utiliser. Allez-y délicatement. Vraiment, allez-y doucement sur la souris, sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Ok. Je supprime ça. J'aimerais juste vous montrer un truc qui est vachement important et qu'il ne faut pas faire. Je le vois souvent ça. Ce sont les gens qui font des splines comme ça. En gros, ils font des splines avec plein de points. Ok, ça marche pas. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. En fait, je vais vous dire tout simplement pourquoi. Parce que dès que vous allez bouger quelque chose ici, en fait, ça va se répercuter sur les autres et ça va devenir tout de suite extrêmement prise de tête à maîtriser. Moins vous mettez de points sur une spline, mieux vous vous portez. Ok, je supprime ça. Très bien, donc ça, on a vu la spline. On sait qu'on va devoir dessiner une spline. Ok, je crée une spline. Ok, là, pour le moment, je le fais en mode simple. Je viens ici, en bas. Ne
vous connecter à rien pour le moment, parce que j'ai quelque chose à vous expliquer d'abord. Allez juste dans le vide comme ça, et on va venir créer une spline en 2 points, et on va faire notre forme avec, ça sera parfait. Ok. Là, j'ai ma spline, elle se balade dans le vide, donc on a dit, il faut la contraindre. Ok. Alors, éventuellement, si vous êtes un peu malin, vous allez peut-être essayer de faire ça, de l'amener par ici pour créer automatiquement la contrainte. Ok, regardez, on peut le faire, ça marche. Ça marche, par contre, si on regarde bien, on voit que déjà, il y a un truc qui apparaît ici en violet. Et en fait, il y a même un cercle qui est apparu en violet. Regardez, ici, on peut cacher les volumes. Si on clique sur le petit œil là, hop, on cache tout. Vous pouvez voir qu'il y a un cercle qui est apparu. Si je fais CTRL Z, avant qu'on fasse un drag and drop, le cercle n'était pas là. En fait, ce qui s'est passé, en faisant ce petit mouvement de glisser là, qui paraît assez anodin, mais en fait qui fait beaucoup de choses sur le logiciel, vous avez créé ce qu'on appelle une projection. C'est-à-dire, quand vous avez créé une esquisse, en fait, votre esquisse par défaut, elle est vierge. Là, vous voyez, j'ai des volumes 3D, mais ils ne sont pas inclus dans l'esquisse. Et pour les inclure dans l'esquisse, en fait, vous avez un outil pour ça. Vous allez donc créer, vous allez dans projeter, inclure, et là, on va utiliser intersection. En gros, c'est très simple. Si vous regardez le quadrillage que j'ai là, vous voyez le quadrillage, en fait, qui symbolise mon esquisse, l'endroit où je suis en train de dessiner, eh bien, tout simplement, mon volume vient couper ce plan. Eh bien, la fonction intersection, regardez, je mets filtre de sélection, je mets ici corps. Donc ça, c'est un corps, c'est un volume. Je clique dessus, et en fait, ça va me dessiner dans mon esquisse tout ce qui est coupé par le corps. Et en fait, si je valide ça, et je le cache, regardez, bam, ça m'a recréé mon cercle violet. Donc en fait, dans l'idée, j'ai créé des volumes et je vais les réutiliser pour faire mes esquisses et me simplifier la vie. C'est là où c'est un peu, en fait, après, il faut vraiment penser dans un peu une manière pyramidale et c'est un peu compliqué au début. Mais en fait, j'ai créé mes corps et vu que je veux être précis, j'ai utilisé cette fonction-là d'intersection pour réutiliser le bord du corps et pouvoir créer mon truc proprement. Et à partir de là, en fait, maintenant, j'ai un dessin, j'ai une esquisse tout simple, je peux me contraindre dessus. Donc là, je fais une coïncidence, par exemple, et je vais venir coïncider avec le bord qui est là. Et là, je sais que les deux se touchent. C'est très important sur Fusion 360 que les bords se touchent. Je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi, mais il faut vraiment qu'il y ait contact entre cette ligne-là et le centre du cercle. Okay, et je peux faire la même chose en bas. Je vais refaire la même chose, je réaffiche les corps. Si jamais vous les allez laisser cacher, vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit œil. Je retourne projeter, inclure, intersection. Et je vais revenir couper en deux en fonction de ce qui touche par le corps. Ça, c'est vraiment une fonction que j'utilise tout le temps. Elle est un peu compliquée à comprendre, je trouve, en tout cas peut-être à appréhender, mais par contre, je l'utilise vraiment tout le temps. Et je refais la même chose, je dis coïncidence ici, hop, tac, là, bam, sur le cercle. Ok. Je fais échappe, et on voit maintenant, si je déplace mon point, il est inclus dans le truc. Ok. Ça, c'était la première chose. Je vais cacher les corps pour éviter d'avoir trop d'informations et pour que ce soit plus simple à comprendre. Je me remets en vue de face. Très bien. Je vous ai expliqué beaucoup de choses là d'un coup, quand même, ça fait pas mal. Alors surtout, n'hésitez pas à prendre des pauses. Je ne l'ai pas dit dans l'intro de la vidéo, mais vous pouvez prendre des pauses. La vidéo, elle ne bougera pas. Gardez juste le marqueur de temps. Partez faire une pause, prenez l'air, buvez un café, qu'importe. Mais je vous assure que faire une pause, ça vous aidera à mieux comprendre et à reprendre les choses avec un peu de recul. Ok. Donc là, pour le moment, ma spline, elle est droite. Et si on regarde ma forme ici, en fait, on veut que ça soit une courbe. On veut que ce soit joli et courbé. Alors pour ça, on retourne ici. Je clique là, et donc là, j'ai mes clés. Je clique sur le point, j'ai mes clés. Et je peux créer des courbures. Ok. Je peux courber. Comment je courbe? Alors pour les splines, c'est une bonne question. Comment courber les splines? Comment faire ça bien? Ce que je vous recommande de faire pour que ça soit beau, propre et homogène, en fait, c'est d'utiliser une fonction qui est une contrainte plutôt, qui est assez simple. C'est la contrainte tangente. Pourquoi? En fait, ici, pour que ça soit joli, vous allez avoir, vous allez avoir votre courbure qui arrive là, tac, et qui va rentrer en contact avec un cercle. Pour que ça soit homogène, pour que ça soit harmonieux, ce que je vous recommande de faire, en fait, c'est de dire que votre clé, ici, est tangente au cercle. Tac, comme ceci. Et donc là, vous allez voir qu'en fait, du coup, ça va faire une belle courbe. Ça va faire une belle jonction entre le cercle et le reste.
Et je trouve que c'est le meilleur moyen. Alors souvent on me demande comment je fais des belles spins. C'est grâce à ça en fait. Vraiment vous utilisez soit l'horizontale, ça va dépendre des cas, mais là la tangente c'est parfait. Vous utilisez ça et ça sera propre. Si vous le faites pas, vous verrez ça sera moche. Je vais essayer de vous le montrer dans la vidéo après. Ok, je fais la même chose ici. Donc là je vais mettre ça un peu comme ça et je vais dire la clé elle est tangente au cercle. Ok, parfait. Donc là on pourrait se dire ok j'ai fait mon esquisse et je peux faire mon extrusion. Ok, je clique, j'ai rien à extruder. Mis à part ce qu'on a projeté et du coup, ce qu'on a déjà fait, je peux rien faire. Je peux pas utiliser cette ligne. Pourquoi? En fait, avec la fonction extrusion en mode solide, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, vous n'avez pas besoin juste d'une ligne, mais vous avez besoin d'un profil ou d'un contour. Ça dépend comment vous le traduisez. Vous avez besoin d'un contour. Pour faire un contour, en fait, il faut que vous ayez un dessin qui soit fermé. Un dessin qui est fermé, c'est très simple dans Fusion 360. En fait, il va apparaître un peu en bleu ciel à l'intérieur. Là, vous voyez ici, j'ai un petit dessin, j'ai un petit coloris bleu ciel qui traîne. Ça veut dire que j'ai un contour. C'est comme ça que vous allez les reconnaître. Ok, j'annule. Alors, comment faire un contour? C'est très simple. On va devoir en fait tout simplement fermer. Regardez, pour fermer, je pourrais très bien dire, hop, je vais de là à là, tac. Et là, c'est devenu bleu ciel. Et je peux même le sélectionner. Donc là, j'ai créé un contour. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la coïncidence est importante. Parce que si je la retire et que je déplace un peu, vous voyez, hop, j'ai plus de contour. Et c'est important parce que regardez bien. Ça, je vais vous apprendre un petit tips qui vous servira pour plus tard. Si je zoome fort dessus, là, tac. De là, vous pourriez croire en fait que c'est bon, que vous avez bien connecté le bord avec le bord du cercle. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Et du coup, vous pourriez vous dire, mais attends, je comprends pas, Kléber, tu nous as dit faire comme ça, regarde-moi, ça touche. En fait, non, ça ne touche pas. Et à quoi je le vois? En fait, je le vois à la couleur du point. Là, le point, il est noir parce qu'il est coïncident. Et là, il est blanc parce qu'il n'est connecté à rien du tout. Et donc, pour vraiment que vous soyez sûr que vous ayez un contour et que votre point soit connecté et que vous puissiez faire une fonction, il faut que ça soit coïncident. Donc pour ça, regardez, je vais dire, tac, coïncidence, hop, boum, avec lui, parfait. Et là, j'ai un contour, et là, je peux, hop, faire une extrusion, et je peux dire, regardez, hop, ah oui, alors je remets les corps en visible, parce que sinon, en fait, on voit pas ce qu'on fait. Et donc là, regardez, vous voyez, hop, j'ai ma matière qui se crée, j'ai mon volume, donc ça marche, quoi, ça marche. Hop, j'annule. J'annule parce que c'est pas du tout la forme qu'on veut. Mais vous comprenez que maintenant, en fait, il faut fermer l'esquisse. Ça, c'est encore un des trucs. Ça fait beaucoup de notions, c'est terrible. Mais moi, je me rappelle l'époque où j'ai commencé. En fait, je me rendais pas compte que j'avais tant de notions à appréhender. C'est pour ça, nous, dans les cours que j'avais de modélisation 3D, on avait vraiment un pas à pas. On nous disait, vous sortez pas de la ligne, vous suivez le chemin pas à pas et vous finirez par comprendre pourquoi vous le faites. Ok. Je me remets en vue. Comment je vais faire? Donc là, j'ai fait ma courbe, ma belle spline. Elle est pas mal, je l'aime bien. Vraiment, du premier coup, elle est pas mal. Pour l'autre, je l'avais un peu plus retravaillée. Elle est très bien. Maintenant, le problème de la spline, c'est que vous n'arriverez jamais à refaire 2 fois la même spline. Parce que c'est vraiment fait. Là, c'est vraiment dessiné à la main. Et bien, pour ça, pour avoir 2 fois la même, tout simplement, à faire un miroir. Ici, vous avez une fonction qui vous permet de faire une symétrie. Et donc, on va faire une symétrie de cette ligne par rapport, du coup, à la ligne verte qui est là. Ok, donc là, je sélectionne l'objet. L'objet, c'est la spline. Et j'ai sélectionné l'axe de symétrie. Et là, pour sélectionner l'axe de symétrie, ça va être un peu plus compliqué. Il faut aller ici. À droite, vous avez... Non, pardon, c'est à gauche. Vous avez origine. Tac. Et on va afficher avec le petit œil, on va faire tout apparaître. Qu'est-ce que je vois apparaître? Eh bien, en fait, je vois que ça fait apparaître mes plans qu'on avait tout à l'heure quand on crée des esquisses. Ça fait apparaître mes plans. Et pas que. Je vois ici, il y a une droite là, la droite verte, la droite bleue ici et la droite rouge. Ok. Eh bien, en fait, ce qu'on veut, c'est sélectionner la bonne droite qui va bien. Alors, pour savoir laquelle est bonne, normalement, alors vous pouvez voir en haut à droite. Moi, vous voyez que là, j'ai le petit Y. Et en fait, je sais, vu que ça part tout droit, normalement, c'est si je clique là, c'est bon. Regardez, hop. Voilà, c'est ça. Alors là, ça demande un peu de pratique. Ok, ça demande un peu d'avoir l'habitude de savoir ce qu'on cherche. En général, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je me crée une ligne de symétrie pour moi. C'est-à-dire, je crée une ligne de construction. Et en général, je la fais juste couper en deux comme ça, tac, bien droite. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ça, normalement, vous avez dû comprendre un peu comment ça fonctionne. Hop, et à partir de là, en fait, en général, je fais ma symétrie de mon objet par rapport à cette ligne-là. Fonctionne comme ça. Vous avez le choix. Soit vous allez chercher ici. Par contre, après, vous ne pourrez pas forcément les utiliser si ce n'est pas comme vous voulez. Là, l'avantage, en fait, d'utiliser une ligne de construction que j'ai fait
moi-même, c'est que tout simplement, je peux la mettre où je veux. Hein. Je pourrais très bien faire la symétrie ailleurs. Mais bon, là, pour que ce soit joli, il faut que je fasse comme ça. Tac. Ok. Ici, c'est devenu bleu. Parfait. C'est plutôt bon signe. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux créer mon volume. Je peux utiliser ma fonction. Pour ça, je retourne hop dans Solid. J'ai la fonction extrusion. Ok. Alors, en français, ils ont mis créer. En anglais, ils ont mis, je sais plus s'ils ont mis create ou s'ils ont mis fonction. Mais bref, ici, l'extrusion, c'est une fonction. Ok. Je clique dessus, le petit panneau qu'on connaît réapparaît. Ok. Et j'ai plus qu'à faire ça. Alors là, vous voyez, c'est devenu rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, le logiciel considère que vous n'êtes pas en train d'ajouter de la matière comme on a fait tout à l'heure au début. Vous êtes en train d'en enlever. Et pour changer ça, vous avez ici dans Opération, vous avez toute une liste de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire joindre. Donc là, ça va souder tous les volumes ensemble. Vous pouvez faire couper. Donc là, ça va retirer de la matière. Vous pouvez faire intersection. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que ce n'est pas le moment. Et vous pouvez faire nouveau corps. Ça, nouveau corps, on va l'utiliser. En général, je trouve que c'est assez pratique. Ça permet un peu de souplesse. On verra pourquoi. J'hésite un peu sur la fonction à vous faire utiliser à ce moment-là. On pourrait utiliser nouveau corps parce que moi, ça m'a permis de résoudre un bug tout à l'heure quand j'ai fait la bielle de mon côté. Je vais vous recommander plutôt d'utiliser la fonction joindre parce que c'est la fonction de base et celle qu'on va utiliser le plus souvent. Après, si vous avez des bugs, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à rejoindre le Discord, poser des questions sur le Discord avec des images comme il faut. Je vais vous expliquer la fonction joindre, comme ça vous allez comprendre et quand vous allez la réutiliser, parce que celle-ci vous la réutiliserez tout le temps, vous saurez pourquoi, un petit peu comment elle fonctionne. C'est très simple. Alors ici, vous avez les corps. Corps 1, corps 2. Corps 1, corps 2, tout simplement, ça correspond au volume qu'on a créé au début. Ok. Si je faisais un nouveau corps, donc là par exemple, je le fais à la va-vite pour vous montrer. Si je faisais un nouveau corps, hop, j'aurais corps 1, corps 2, corps 3 ici. Ok. La fonction joindre, en fait, va tout simplement nous permettre de réunir tous les objets ensemble, tous les corps en un seul corps. Et alors ça va fonctionner uniquement si vos corps se touchent. Si les corps ne se touchent pas, ça ne fera tout simplement ça fera juste un nouveau corps, tout simplement. Mais là regardez, j'ai corps 1, j'ai corps 2. Si je fais joindre, je n'ai plus qu'un seul corps et là c'est l'ensemble. Donc là la fonction joindre en fait ça nous permet de créer des volumes 3D complexes en les ajoutant un à un. Ok. Donc on va utiliser cette fonction là, enfin on va utiliser le mode joindre et on a dit qu'on allait refaire en symétrique. Parce que regardez, on veut que ça aille bien en bas aussi. Donc on fait hop, symétrique. Donc ça on l'a fait tout à l'heure. Normalement ça ne devrait pas poser de problème. On fait ça et on regarde la cote à mettre. Quelle cote j'avais mis? Hop, 8. Je le vois ici. Alors là je vous le dis parce que c'est pas très bien coté. C'était 8. Ok. Donc je reviens dans la fonction, modifier la fonction. Et je dois mettre 4 ici. Ou vous changez en toute la longueur et vous mettez 8. Ok. Je valide. Et là c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en fait d'un coup on s'est rapproché de la forme d'une bielle. Alors on a fait une esquisse qui est un peu compliquée, mais vous voyez qu'en décomposant quand même on n'est pas rentré dans un truc qui était trop prise de tête. Mais en tout cas voilà. Normalement, je vous le dis en théorie, vous pouvez le faire en une seule esquisse. Tout ça en une seule esquisse et 2 fonctions à peu près. Mais n'hésitez pas à décomposer, à aller à votre rythme. Là je l'ai fait en 3 fonctions, 3 esquisses pour que ce soit le plus simple possible à comprendre. Et que vous puissiez vous entraîner aussi sur les esquisses parce qu'il faut en faire beaucoup d'esquisses pour finir par progresser dessus. Ok, on est pas mal. Et là, enfin, on devrait pouvoir utiliser un modificateur. Donc ici, dans modifier, vous avez plein de choses. Nous, ce qu'on va avoir à utiliser, en fait, c'est une fonction, un modificateur qui va nous permettre de faire ce joli petit arrondi ici. Parce qu'on pourrait le faire à la main, en créant des esquisses et tout, mais ce serait très compliqué. Fusion, en fait, nous propose plein d'outils pour nous simplifier la vie et soyez flemmards au maximum, utilisez-les. On va utiliser pour ça, alors, je vais vous expliquer comment on choisit. En fait, tout simple, quand vous voulez faire un truc un peu courbe, un petit peu arrondi, vous ne voulez pas avoir des arêtes vives, vous allez prendre tout simplement le congé. En fait, cette forme-là, ça s'appelle un congé. Pareil pour celle-ci, vous voyez ça, cette petite courbure, c'est un congé. Ça, c'est une arête vive, tout simplement. Et dès que vous voyez un truc un petit peu courbe comme ça sur une arête, c'est un congé. Alors on va utiliser la fonction congé, et vous voyez vous avez plein de fonctions, donc vous avez vraiment plein de choses à découvrir, vous pouvez jouer un peu avec. Mais on va faire congé, regardez, on va venir sélectionner notre arête. En fait la fonction congé n'a pas besoin d'esquisse, elle a juste besoin d'un volume pour fonctionner. Et donc c'est ce qu'on va lui donner, en fait c'est pour ça qu'il faut faire d'abord esquisse, fonction, modificateur. On va modifier notre volume.
Et pour ça, bah là, par exemple, la fonction congé, je sais qu'elle prend des arêtes. Vous pouvez le voir, c'est écrit ici. Elle prend des arêtes. Je clique sur l'arête là. Et je vais même aller en bas et cliquer sur la deuxième arête pour modifier les deux arêtes en même temps. Et je peux déplacer ici, hop, pour donner une dimension. Alors vous voyez que parfois il me donne des messages d'erreur. C'est normal, les modificateurs, en fait, ils vont essayer de faire des calculs un peu génériques et parfois, ils vont pas trouver de solution. Là, vous voyez qu'il arrive quand même à me trouver une solution dans certains cas. Donc, par exemple, si je mets... je pense que si je mets une valeur de 4 à peu près, normalement, ça devrait passer. Non, ça me met une erreur. Ça va dépendre des cotes et de la forme. En fait, ça dépend de la forme de la spline. Donc, si je mets 4.5, c'est pas mal et c'est plutôt joli. Ok, donc moi, ça me va. Je pense que je vais le valider. Vous, peut-être que selon la forme de la spline, ce ne sera pas tout à fait la même valeur. C'est normal. Là, c'est plus pour faire joli que réellement ça a un besoin. Mais au moins, vous savez que vous pouvez mettre une valeur précise. Par contre, mettez bien une vraie valeur. Mettez pas un truc genre 3,6899. Mettez voilà, vraiment 4,5. Comme ça, au moins, vous êtes clair. Vous savez ce que vous avez mis. Je valide. Donc là, premier modificateur fait. Et vous voyez que cette forme qui aurait pu paraître un petit peu galère à faire, eh ben, en fait, elle s'est faite assez facilement grâce au modificateur. C'est là où les modificateurs sont vraiment très puissants. Et je peux en refaire un. Rien ne m'interdit d'en refaire un pour le faire ici. Tac. Et je vais refaire la même chose que là. Hop. Je drag and drop pour me donner une petite idée de la valeur. Bah, vous savez quoi, je vais remettre 4,5. Hop là, pour avoir la même valeur en haut et en bas. Et je valide. Et là, d'un coup, c'est vachement plus joli. Ça donne la gueule. Ça, c'est un petit tip que je peux vous donner. C'est simple, quand vous voulez faire... Si vous trouvez que votre modèle 3D ne fait pas pro ou ne fait pas fini, ajoutez des congés ou des chanfreins. Les chanfreins, en fait, c'est la même chose qu'au lieu de faire une courbure, ça va faire un plat. Et ça, je peux vous le montrer. Regardez, chanfrein, je vais cliquer là. Tac. Vous voyez, ça fait un plat. Alors que si j'avais fait un congé, ça aurait fait une forme arrondie. Alors, ça se voit pas très bien, mais voilà, ça fait une forme arrondie. Donc voilà, si jamais vous trouvez que votre volume 3D fait un peu cheap, rajoutez des congés, des chanfreins, pas trop, hein, mais juste ce qu'il faut, et vous allez voir que ça va être tout de suite plus professionnel. Ok, bah on est pas mal déjà, ça ressemble à une bielle, au moins on montre ça à un mécano et il va se dire ouais, ça c'est une bielle. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire les petites oreilles qui sont ici. Alors pour faire les petites oreilles qui sont ici, ce petit truc là on le fera après. Pour faire les oreilles qui sont ici, pour ça, ouais, c'est un petit peu plus compliqué, il faut s'imaginer le truc en 3D. Ce qu'on veut faire, c'est créer du coup un volume 3D qui vient là. Ok. Donc pour ça, il nous faut une esquisse. Où est-ce que je peux créer une esquisse? Alors pour vous aider, regardez, on va faire réapparaître l'origine. Hop. En fait, vous pouvez venir directement sur ce plan-là pour créer votre esquisse. Sachant que moi, évidemment, j'avais fait exprès de tout créer par rapport à cet endroit-là pour pouvoir réutiliser ce plan. À savoir, si jamais vous êtes planté, pas la fin du monde. Si jamais vous ne pouvez pas vous mettre sur ce plan-là, pas la fin du monde, vous pouvez créer des plans ici et là. Okay, vous avez plein d'options, donc construire à cet endroit-là pour créer des plans, pour pouvoir créer des esquisses à d'autres endroits. Je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment les utiliser, parce que là sinon ça va être, on va s'y perdre. À partir du moment où vous vous êtes planté, soit vous revenez en arrière pour faire en sorte que vous arriviez au même niveau que moi ici, soit vous vous débrouillez, vous essayez de gratter un peu pour créer un plan. Normalement, vous verrez sur d'autres vidéos, vous avez plein d'options pour créer les plans, mais là, moi, je ne vais pas m'attarder dessus. Ok, donc on va créer notre oreille, et pour ça, bah, tout simplement, je vais venir ici, clic droit. Alors, vous pouvez faire un clic droit, créer une esquisse sur un plan. Je regarde, qu'est-ce que j'ai comme forme? Un truc qui soit simple à dessiner. Alors, à première vue, ce que j'ai, c'est une droite comme ça. Alors, je vais le dessiner à l'extérieur, ce sera plus clair. Tac, j'ai une droite comme ça. Ensuite, je vais faire quoi? Ici, j'ai un cercle, voilà. Tac. Un truc comme ça. Voilà. Ok. C'est à peu près la forme que l'on a ici. Voilà, j'ai une droite, un cercle. Ici, bon, ça a l'air de se raccoler. On va voir un peu comment on va se débrouiller. On va commencer par connecter tout le monde ensemble. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire ce point-là doit toucher ce cercle. Tac, pareil pour celui-là. C'est plutôt simple, ça ressemble un peu à Spoutnik, mais c'est pas grave, au moins si on se projette un peu, regardez, tac, on a déjà presque cette forme qui est là.
Et c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez, pour avoir une belle continuité entre cette ligne et le cercle, en fait, il faut que ça soit tangent. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez, je vais vous montrer rapidement. Tac, si je fais ça et que j'extrude, hop. Vous voyez qu'en fait là, j'ai une butée un peu. Ça rentre en contact. On voit que la ligne, elle se mélange pas élégamment avec le cercle. Et pour en fait faire pour que ça soit propre, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la spline. En fait, il faut utiliser la contrainte tangente. Ça, c'est un petit peu... Faut savoir à quoi ça sert. En fait, il faut savoir quand utiliser la tangente. Et pour ce genre de cas, bah, je trouve que c'est vraiment parfait. Ça nous permet de faire quelque chose de doux. Moi, je dirais doux. Voilà, c'est en fait en anglais on dirait smooth, et du coup je dirais doux, mais vous avez à peu près idée. C'est pour ça quelque chose de continu et de propre. Et si on réextrude après pour voir, allez, tac, vous avez quand même ce petit trait là qui apparaît, c'est normal, mais vous n'avez pas cette butée qu'on avait tout à l'heure. Là maintenant, c'est juste quelque chose de continu et de lisse, c'est beaucoup plus joli. Hop, donc je retourne dans modifier l'esquisse. Ok, et là on va faire un truc. Ok, tout à l'heure j'avais supprimé la fonction et ensuite j'étais retourné dans mon esquisse. Là, ce qu'on va faire, on va pas refaire pareil. On va juste aller ici. Ok, on va jouer un jeu. On va cliquer sur l'esquisse, on va faire clic droit, modifier l'esquisse. Ok, et on touche à rien. Là, ce qu'on peut voir en bas, c'est que l'extrusion elle est devenue grisée. Elle est toujours là, mais elle est devenue grisée. C'est important pour la suite. Ok. Donc maintenant, bah en gros, bah maintenant, moi je vais me connecter ici pour, voilà, pour que ça se mélange ensemble et que ça se connecte. Ok, comment je vais faire? On va utiliser la même fonction que tout à l'heure. Créer, projeter, intersection. Tac, je clique et je crée un projeté, enfin plutôt une intersection dans notre cas. J'expliquerai le projeté plus tard. Je crée une intersection et je peux venir m'y connecter. C'est exactement la même chose que pour le cercle. Je crée une intersection de mon volume et je viens m'y connecter pour que bah, du coup ça se touche. Ok. Donc on est pas mal. Là maintenant, regardez, hop, ça bouge un peu comme ça. Il va falloir faire une ligne de symétrie. Donc il va falloir recréer une ligne de construction comme on a fait tout à l'heure pour venir en fait éviter que notre cercle bouge de partout. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a fait au tout début avec le premier cercle, enfin avec les deux premiers cercles pour les aligner. C'est tout pareil. Pour ça, donc, on crée une ligne, ok, et je sais que ma ligne, bah, elle doit partir de là, ok. Et alors après, je sais pas trop où elle arrive, ok. Bon, on va le laisser traîner dans le vide. On la fait juste passer en ligne de construction pour faire le plus simple possible. Pour faire une ligne de symétrie, en général, c'est ce que je fais tout le temps. Je vais dans contrainte, et ici, vous avez la contrainte milieu. Vous avez une petite explication de ce qu'il y a à faire pour l'utiliser. Donc, contre un point ou un objet à se positionner au milieu d'un autre objet. Donc, par exemple, ça tombe bien, ici, j'ai une ligne. Et bien, en fait, je vais forcer ce point à être au centre de cette ligne. Bah, du coup, ça me permet de faire une symétrie, parce que je sais que mon point, il est au centre. Tac, je prends mon point là, et je lui dis, bah, t'es au centre de ça. Il vient automatiquement au centre. Ok. Pas mal. Ok, bon, bah maintenant, ça continue de bouger. Bon, bah, j'aimerais bien faire en sorte que ça arrête de bouger. Comment je vais faire? Je vais lui dire tout simplement, bah tu vas être horizontal, vertical. C'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Je clique. Et là maintenant, bah ça peut que translater. Bon, bah ça ressemble pas du tout à ce qu'on voulait faire. Nous, on voulait faire des petites oreilles comme ça. On va regarder notre dessin. Que nous dit notre dessin? Il nous dit pas grand chose. Je vous ai pas mis la bonne information. Alors, à ce niveau-là, en fait, ce qui est important, c'est de voir ici, vous avez un cercle, et en fait, ça correspond tout simplement au cercle qui est là. Donc, regardez, je vais créer une cote, tac, cote d'esquisse, et je vais venir lui donner une valeur. Ah, il me dit un message qui est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'il me dit? Je clique, et il me dit, cette cote risque de surcontraindre l'esquisse. Ça, c'est la première fois qu'on le voit, et c'est normal. En fait, ce que ça veut dire, c'est que mathématiquement, le logiciel n'arrive pas à allier les contraintes que vous lui avez données avec la cote que vous voulez rajouter. Donc là, ce qu'on fait en général dans ce genre de cas, vous faites annuler. Alors vous pouvez créer une cote pilotée, mais ça je ne l'utilise jamais. Vous faites juste annuler. Ok. Et donc là, vous voyez, ça vous met une erreur ici. Votre esquisse est sur contrainte. Ok. En fait, ça veut dire tout simplement qu'une contrainte s'est créée sans qu'on s'en rende compte. Alors on va la chercher. On va la chercher, on va la trouver et on va lui faire sa fête. Alors, qu'est-ce qu'on a créé nous-mêmes? On a créé la tangente ici, ok, elle est là. Là, je vois, il y a bien une coïncidence, c'est nous qui l'avons créée. Bon, bah là, pareil, ici, on avait fait des coïncidences. Là, il y a des coïncidences, ok, c'est tout à fait normal. Par contre, je vois qu'ici, il y a ce symbole-là, et ce symbole-là, on ne l'a pas ajouté. En fait, il y a une contrainte qui s'est glissée discrètement sans qu'on fasse attention. C'est la contrainte parallèle.
Et en fait, là, il est en train de me dire, bah, cette ligne-là, elle est forcément parallèle à celle-ci. Ça veut dire, du coup, bah, mathématiquement, ça a obligé mon cercle à avoir une dimension fixe. Et bah, tout simplement, regardez, hop, je supprime la contrainte. Et maintenant, on va recréer la cote. Toc. Et il ne met pas de message d'erreur. Et donc là, maintenant, je peux mettre ce que je veux. Tac. Et là, maintenant, on retrouve nos petites oreilles de Mickey de tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous arriver. Vous allez forcément avoir un moment ce message d'erreur qui va vous dire vous avez trop contraint. Tout simplement, eh bien, retirez, essayez de voir un petit peu si tout s'est passé comme vous le vouliez. Et peut-être que tout simplement, vous êtes planté, que vous avez rajouté trop de choses. Bah, dans ce cas-là, vous pouvez supprimer. Voilà. Vous pouvez supprimer, revenir en arrière, repartir un peu depuis le début de votre esquisse. Libre à vous. Mais quand vous avez ce message d'erreur, en général, c'est que vous avez fait une connerie. Ok, alors, la dimension que je devais mettre, regardez, je vais inspecter, je vais regarder, je devais mettre diamètre 8. Ok, ça c'est bon. Et par contre, ce qui m'intéressait, c'était de savoir éventuellement la distance entre les deux. Alors, bon, alors, attendez, ça je vais faire simple. Je vais revenir directement dans mon esquisse pour voir les valeurs que j'avais mis. J'avais mis 9 ici. Ok. Alors, je reviens en arrière parce que sinon ça m'aurait saoulé d'aller chercher. Mais comme ça, vous avez la valeur. C'est 9. Regardez, de là à là, je mets 9. Tac. Et ça retombe normalement au même endroit. Si on compare les deux esquisses, ce sont quasiment les mêmes. C'est intéressant de comparer les esquisses, parce que vous allez voir que moi j'ai fait des choses que je ne vous ai pas encore montrées. Ok. On pourrait terminer l'esquisse. Ok. Et là on voit qu'en fait, en faisant terminer l'esquisse, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on n'avait pas supprimé la fonction. Et bien en fait, on est revenu dans le futur, et du coup le logiciel a automatiquement réappliqué la fonction. Ok. Bon, ça fait un truc moche. Vous voyez bien que là, ça va pas du tout. Comment on fait? Bon, simplement, on va rééditer la fonction. Et ce qui est important ici, alors pour que ça marche, en fait, c'est, regardez, on va cacher le corps. En fait, il faut sélectionner ce profil-là aussi, ce contour-là. Et donc là, si on sélectionne ce contour, ça va donner un truc un peu plus joli. Ok, je sélectionne ce contour, je fais joindre. Comme ça va souder l'ensemble. Et vous voyez qu'en fait, vous voyez bien la différence entre joindre et nouveau corps. En fait, vous la voyez ici. En fait, là, il va vous dire, bah, regarde, j'ai deux corps qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Et donc, je te montre qu'il y a des arêtes. Alors que si je fais joindre, et ben en fait, il m'efface tout. Il m'efface tout parce qu'en fait, il dit, bah, c'est tout simplement le même corps. Voilà, tout est connecté ensemble. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc là, on a édité une première fois la fonction. C'est pas mal. C'est mieux. On n'est pas loin de notre résultat. Ok. On va modifier l'esquisse. Et ce que j'aimerais rajouter, que je vous rappelle ici, vous voyez, j'ai un cercle au centre. J'ai un cercle qui me permet de faire passer les vis de la bielle. Donc comment je rajoute ce cercle? Très simple. Alors ça, on l'a vu, hop, plein de fois. Je mets mon cercle ici. Ou je peux le créer directement à l'intérieur. Mais moi, je vais vous remontrer comment on fait. Je crée mon cercle et je vais lui dire, tu es concentrique. Donc c'est-à-dire concentrique, ce sont deux cercles voilà, qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Tu es concentrique avec celui-là. Bam. Voilà. Et maintenant, regardez. Le cercle, si je le bouge, bah, il bouge que dans le diamètre. C'est parce qu'il faut que je lui donne une cote. Et je crois, si je me gourre pas, j'ai dû lui mettre 4. On va voir ça. Hop, regardez, je reviens en arrière. Ah, peut-être pas du 4, parce que ça me paraît un peu petit. Je lui ai mis du 4. Ah bah si, du 4. Donc là, on est pas mal. On voit que on va avoir nos formes. Si je fais terminer l'esquisse, rien n'a changé. C'est normal. En fait, la fonction va garder en mémoire ce que vous lui avez dit avant. Et du coup, elle va avoir besoin d'être modifiée et que vous lui disiez juste « Ah bah attention, regardez, je vais me mettre de ce côté-là. J'ai combien de contours en tout ?» Si je cache mon corps. Ah non, je peux pas cacher mon corps comme je le veux. J'ai combien de contours? J'en ai un là, j'en ai un là, un ici et un à l'intérieur. Et ça, elle ne le savait pas avant. Donc maintenant, il faut lui redire. Vous lui redites juste « Bah regarde, j'ai ce contour-là, celui-ci, celui-ci. Et par contre, bah, ce contour que j'ai rajouté, et ben maintenant, tu me le dégages. » Et regardez, ça me fait mon trou. Je valide, et là, bah, j'ai mon trou de passage de vis. Quand même plutôt simple. Très bien, donc là, on a joué déjà pas mal avec cette fonction. Ce qu'on va faire, c'est que juste, par contre, on va lui donner la bonne distance. Donc là, on va refaire symétrique. J'adore le symétrique, hein, vraiment, sur la fonction extrusion, c'est mon truc préféré. Et on va trouver ici la bonne cote. Alors, je vais tout simplement vous la donner, hein, on va pas se prendre la tête. Regardez, je vais terminer l'esquisse, tac. Je regarde l'ancienne valeur, je lui ai mis -6, ok. Tac, je vais venir ici, modifier la fonction, et je vais mettre -6. Tac. Voilà. Alors, 6 ou -6? What is the question? Tout simplement, en fait, ça va dépendre dans quel sens vous allez. Vous voyez que là, en l'occurrence, si je mets -6, ça ne change rien. Si je mets 6,
C'est tout pareil, vous voyez pas la différence. Dans certains cas, peut-être que ça vous embêtera, mais là, à mon avis, normalement, ça devrait pas poser de problème. Donc là, je peux mettre 6 ou moins 6, ça change rien. Je valide, ok, et là, je peux cacher l'esquisse, vous voyez, hop. Je n'ai pas trop expliqué les menus à gauche, mais vous voyez que là, je peux cacher les choses et les faire apparaître, c'est normal. Ok, là, c'est pas mal. Et par contre, j'aimerais juste attirer votre attention sur un point. Dans l'esquisse de tout à l'heure, je reviens, je modifie l'esquisse. Vous voyez, ici, le cercle qu'on avait créé tout à l'heure, il y a toujours la forme du cercle. Peut-être que ça vous aura surpris, mais moi, dans mon esquisse ici, j'ai plus la forme du cercle. En fait, on la voit apparaître un peu ici à cause de la cote. Quand vous créez une cote, en fait, il va vous créer un peu une représentation du truc. Et là, vous voyez, en fait, il y a toujours un peu la forme du cercle qui est ici. En fait, c'est normal. Il y a des outils pour supprimer, mais je ne vais pas vous en parler, je pense pas dans cette vidéo à mon avis, mais je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que sinon, ça va être juste trop d'informations. Sachez juste que voilà, vous pouvez faire disparaître certaines formes, mais là, on fait simple. Allez, on termine l'esquisse, on valide ça. Pas mal, ok. Très bien. Là, on vient de faire pas mal de taf, on a fait une esquisse, on a fait une fonction. Par contre, bah, c'est pas fait de l'autre côté. C'est un peu embêtant. Comment on peut faire? On peut aller dans créer et vous allez avoir symétrie miroir. Alors, vous avez vu, dans les esquisses, on a des symétries. Dans les fonctions, on a des symétries. En général, la fonction symétrie, vous l'utilisez un peu partout. Donc, on va l'utiliser cette fois-ci, non pas pour faire une symétrie dans une esquisse, mais pour faire directement une symétrie de tout ce qu'on a fait là. Alors, comment on va faire? On clique sur la fonction, et là, vous avez votre petite boîte de dialogue qui apparaît, et il vous dit type d'objet. Alors, type d'objet, moi, j'aime bien utiliser l'objet fonction, même s'il ne marche pas toujours. Là, on va voir s'il fonctionne. Tac, je clique dessus. Donc là, en fait, pour faire la symétrie, en fait, je vais lui dire, tu vas répéter une fonction que j'ai réalisée. Ça tombe bien, une fonction, on n'en a réalisé qu'une. On a fait la fonction extrusion qui est là. Et donc, vous allez dans la timeline, là, et vous cliquez dessus. Voilà, tout simplement. Alors, ça devient en bleu, ok, pas de souci. Et on va sélectionner encore le plan de symétrie. Ils sont affichés ici. Et donc, moi, bah, tout simplement, je vais répéter ma forme à gauche. Eh bien, j'ai utilisé le plan de symétrie qui est là. Tac. Voilà. N'hésitez pas à essayer les différents plans de symétrie pour voir où ça apparaît. Moi, naturellement, je vois où c'est parce que j'ai l'habitude. Mais vous aurez certainement peut-être un petit peu besoin de voir pourquoi j'ai pris ce plan-là, pour que ce soit un peu naturel pour vous. Ok, je valide. Il n'y a pas d'erreur. Ça fonctionne parfaitement. Donc là, je peux utiliser avec la sélection de fonctions ici en type d'objet. Vous avez face, vous avez corps. Si jamais ça plante, essayez d'utiliser la fonction corps. En général, c'est ce qui plante le moins souvent, c'est ce qui est le plus efficace. Mais tant que vous n'avez pas eu de bug dans le tuto et que vous arrivez à suivre mon chemin, bah, faut utiliser la fonction. Ici, faites comme moi j'ai fait. Ok. Voilà, pas mal. Et bah franchement, regardez, on commence à se rapprocher. Si je valide ici, on est franchement très proche de ce que j'ai fait. On est à peu de choses près, on a terminé. Ce qu'on va remarquer, alors vu que moi l'objectif c'est quand même de faire une vraie bielle, et sachant que je suis parti du schéma d'une vraie bielle aussi, vous pouvez voir qu'en fait une bielle c'est coupée en deux. Vous avez une partie basse ici et une partie haute. Et c'est ce que j'ai fait dans mon modèle 3D. Regardez, dans mon modèle 3D final, ici, bah, j'ai une partie, un corps complet, et en bas, bah, j'ai un autre corps. Et donc ça veut dire, bah, en pratique, je peux imprimer un corps, puis l'autre, et comme ça, bah, j'ai vraiment deux pièces différentes. Comment on va faire ça? Bah, tout simplement, on va utiliser un modificateur. Alors, les modificateurs, donc il y en a vraiment plein, je ne vais pas tous les faire. Là, celui que j'ai utilisé et que j'aime bien, c'est scinder le corps. Scinder le corps, en fait, tout simplement, à partir d'une ligne ou d'un plan, vous allez pouvoir couper un corps. Très simple, regardez, j'ouvre la fonction. Donc là, toujours, il y a le menu corps à scinder, outils de scission. Regardez, on va se mettre dans une bonne vue ici. On va se mettre comme ça. Dans le schéma que je vous ai montré ici, vous voyez que la ligne de coupure, elle est là. Tac. Pareil ici, je me mets là. La ligne de coupure, vous voyez, elle est là. En fait, elle correspond encore une fois, c'est pour ça que j'ai tout fait comme ça, au plan, disons, ou en tout cas la ligne qui est là. Donc là, j'ai le choix. Soit ici, pour couper à cet endroit-là, j'utilise la ligne rouge là, qui est là. On va voir si ça la prend. Soit, je peux utiliser le plan. J'ai le choix. On va essayer, on va voir. Regarde, on va tester les deux. On va faire scinder le corps. Ok. Corps à scinder, c'est celui-là. Et outils de scission. Alors, j'ai les plans. Ok. Donc les plans, vous voyez, ça vous donne la prévisualisation. Et par contre, si je clique sur les lignes, ok, il ne veut pas.
Il veut pas, en fait, tout simplement parce que là, pour ça, il a besoin d'un plan. On va lire un peu la notice. Vous voyez, vous avez des notices quand vous laissez les curseurs, n'hésitez pas à les lire. Ça permet de créer un nouveau corps en divisant les corps sélectionnés d'un contour face. OK. Sélectionner les corps à modifier, puis sélectionner le contour, la face ou le plan qui divise le corps. Donc, ça ne prend pas les lignes. C'est moi qui me suis planté. Donc là, vous voyez bien, il vous faut un contour, une face ou un plan, mais une droite seule ne suffit pas. OK. Donc ça, on sait. Donc là, ça veut dire qu'on va utiliser un plan, et on va utiliser le plan, alors là, vous ne voyez pas, mais c'est celui-là, qui va venir couper en deux comme ça, et vous voyez à la prévisualisation que ça coupe comme on veut. Je valide. Et là, ce qu'on voit, c'est que maintenant, j'ai deux corps, un ici, un là. Si je reviens en arrière, j'avais qu'un corps. Ok. Donc grâce à un modificateur, j'ai fait mes fonctions, j'ai fait modificateur, hop, et là, boum, j'ai pu créer mes deux pièces. Vous voyez un petit peu la trame du truc. C'est un peu dense, mais c'est normal. Vous voyez déjà, vous pouvez regarder un peu votre travail, que vous êtes bien avancé dedans, c'est pas mal. Hein. On pourrait presque s'arrêter là. On pourrait presque terminer la vidéo à cet endroit-là pour aller au plus simple. Je vais vous proposer de rajouter voilà, la partie qu'il y a ici à l'intérieur pour vraiment aller au bout des choses. Et je vais faire vraiment la même chose que ce que j'ai fait de mon côté. Mais dans l'absolu, déjà, vous pourriez être content de vous parce que là, vous avez déjà touché à tous les trucs, vous avez vu un petit peu toutes les fonctions, toutes les esquisses, mais on va aller quand même, on va terminer, on va faire ça propre. Ok? Pour faire la petite partie creusée qui est ici, tout simplement, on va répéter le même schéma. Donc, on va faire une esquisse, une fonction, un modificateur. Pour créer une esquisse, eh bien, jusque-là, on avait créé sur des plans ici, donc les plans qui étaient là. Eh ben, en fait, on n'est pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez utiliser n'importe quelle surface plane pour pouvoir faire une esquisse. Et donc là, c'est ce qu'on va voir. Regardez, je vais donc créer une esquisse et je peux sélectionner des surfaces planes. Alors, ça, on ne se voit pas très bien. Je ne sais pas si avec le contraste, ça se verra bien, mais je peux sélectionner ça. Ça le met un peu en surbrillance. Ou lui, ou par exemple lui. Du moment que c'est plat, vous pouvez l'utiliser. Donc là, les arcs de cercle et tout, je peux pas. Mais ici, j'ai un plat. Je peux aller dessus. Je clique et vous voyez, ça recentre directement la vue pour dire, bah regardez, on va faire notre esquisse là-dessus. Comment on fait notre forme? Eh bien, on n'oublie pas qu'il faut être avant tout flemmard et il y a des fonctions de gros flemmards dans le logiciel que je vous invite à découvrir. Là, je vais vous en montrer une fonction de la flemme pour gagner du temps parce que la vidéo est déjà longue, donc on va aller au plus vite. On va utiliser la fonction décalage. Alors la fonction décalage, c'est très simple. En fait, à partir d'une ligne, ça va créer une autre ligne, mais juste décalée, tout simplement. Et c'est assez puissant. Regardez. Je clique sur décalage et on va voir. Si je passe le curseur juste, il me dit « Oh, regarde, j'ai ça là. Ça, je peux te faire un décalage. » Je clique et effectivement, on voit en rouge, en fait, c'est la prévisualisation de ce qu'il va faire. Ok, c'est pas dans le bon sens. Parce que nous, regardez, ce qu'on veut faire ici, bah, c'est la forme qui est là. Et bien pour ça, alors attendez, là, oups, il faut que je fasse CTRL Z. Je reviens en arrière, mais je reprends mon décalage. Donc nous, on veut faire la forme à l'intérieur. On va cliquer ici sur inverser. Tac. Et maintenant, on a notre décalage qui se fait à l'intérieur. Et en fait, l'avantage, c'est que ça me permet de faire une esquisse à moindre coût. Là, j'économise du temps. En fait, je reprends une esquisse que j'ai déjà faite et tout simplement, je la cannibalise, entre guillemets, pour faire mon truc. Et là, maintenant, bah, on a une esquisse qui est terminée. Je peux faire ma fonction. Hop, regardez, tac. Et je vais creuser de 2 mm. Là, on n'a pas besoin de faire un truc précis. Ok. Là, vous voyez, c'est un peu le truc compliqué. Il faut se projeter, il faut se dire, ok, je fais ça. Et là, pour le moment, bah, on n'a pas vraiment la bonne forme. Regardez, nous, c'est très anguleux. Là, ici, j'ai plein de courbures. Tout simplement, bah, on va refaire un modificateur, on va faire un congé. Et par contre, cette fois-ci, tout à l'heure, on a utilisé le congé sur les arêtes. Et vous voyez qu'on peut aussi le faire sur des faces. Eh bien, on va cliquer directement sur la face au centre. Et on va essayer de faire un congé avec. Alors, ça peut planter selon les dimensions. Peut-être qu'il va râler, mais ça peut... Voilà. Normalement, ça devrait passer sans trop de difficulté. Sinon, on va voir, je vais faire autrement. Regardez, je bouge juste le curseur à la main pour voir un petit peu comment ça se déplace si j'ai pas d'erreur. J'ai pas de message d'erreur, c'est parfait. Du coup, je vais mettre une valeur approximative, ce 3. Ok, je valide. Et là, vous voyez, ça me fait un truc courbe à l'intérieur, parfaitement lisse et tout. Et ça permet d'économiser un peu de la matière et tout. Et puis comme ça fait joli. On dirait que c'est une vraie bielle. Alors vous voyez que ça n'est pas tout à fait comme ce que moi j'ai fait. C'est normal parce que quand moi je l'ai fait de mon côté ici, les splines, j'ai pas mis forcément les mêmes dimensions parce que les splines, je les ai faites à la main. Mais vous aurez peut-être des formes un peu différentes. Mais là, vous voyez comme ça, c'est tout à fait joli aussi. Il n'y a pas de souci. Ok. Très bien. Je tourne.
Pas de l'autre côté. Comment je vais le faire de l'autre côté? Tout simplement, je vais faire une symétrie miroir. Alors là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir utiliser? Type d'objet, moi je dirais qu'on va essayer avec les faces. Ok, on clique sur face et là on va sélectionner toutes les faces que l'on vient de créer à l'intérieur. Tac. Ok. On les sélectionne toutes. Très bien. Et le plan de symétrie, là normalement, si vous avez bien tout compris, vous allez sentir un peu le truc. On va prendre le plan de symétrie qui va de l'autre côté. Donc tac. Regardez. On peut voir qu'il me le fait apparaître un petit peu en hologramme le résultat final. Je reclique, tac, vous voyez, hop, le résultat apparaît. On valide. Et ça fonctionne. J'ai pas d'erreur. Et jusque-là, j'avoue que j'ai eu du bol. J'ai eu aucun bug. Normalement, je pense qu'avec fonction, ça aurait pu fonctionner aussi. Regarde, on va tester. Au lieu de mettre face, je vais mettre fonction. Et je vais sélectionner ici la fonction extrusion de tout à l'heure, plus la fonction congé. Et normalement, ça devrait peut-être réussir à faire les deux. Attendez, on va voir. Ah non, ça n'a pas réussi à faire les deux. Je sais pourquoi. Regardez, je vais annuler complètement. On va essayer avec la fonction. Hop, je reviens. Symétrie miroir, fonction. Et là, normalement, si je sélectionne les deux, ça ne devrait pas planter. Ouais. Alors, il y a des histoires parfois un petit peu de contraintes de programmation. Là, vous voyez, j'étais obligé de supprimer la fonction miroir pour sélectionner les deux. Ça, c'est, vous prenez pas trop la tête avec ça. Là, c'est juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs manières de faire. Mais normalement, si j'essaye plan de symétrie maintenant, ça ne devrait pas planter. Ça plante pas non plus. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières de faire. Si jamais ça plante d'un côté, si par exemple face plante, essayez peut-être fonction, ça plantera pas. Ok, bah pas mal. Et bien là, en fait, on a terminé. Voilà. On a terminé, on a fait exactement la même pièce avec normalement les mêmes dimensions, à peu de choses près. Et si on regarde, bah la mienne, on pourrait presque dire qu'elle fait quand même un peu plus jolie, un petit truc en plus. En fait, moi, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai rajouté des congés un peu partout pour que ça fasse plus esthétique. Et parce qu'en réalité, en fait, alors une bielle, si on va sur Google, une bielle, tout simplement, regardez, on va aller sur bielle, on va regarder un peu la tronche d'une bielle. En fait, c'est plein de courbures, tout simplement parce que c'est une pièce de fonderie. C'est une pièce en fait qui va être coulée dans de la, je pense, de la fonte. Je sais pas, ça va être peut-être de l'aluminium ou de l'acier. J'ai aucune idée de la matière précise. Moi, j'ai des collègues qui s'y connaissent en mécanique qui sauront le dire du premier coup. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a des courbures partout. Tout est courbe, ici c'est courbe, sauf là où ça a été réusiné. Mais donc pour que ça soit un peu plus réaliste, en fait, il faut juste rajouter des courbures et d'un coup, bah, votre modèle il paraîtra plus vrai. Donc un peu comme ça. Allez, tout simplement, je reviens en arrière. On va créer un congé et on va chercher à faire des congés à des endroits qui sont pas trop durs. Donc là, je vais faire un congé, je pense ici. Faire un congé là, je vais voir, tac, je sélectionne à chaque fois au même endroit et je vais mettre 0,5. Je vais faire des tout petits congés, tout petits, comme ça, pas plus. Hop, je valide. Et là, regardez, si je fais clic droit, vous voyez qu'il va me proposer de refaire un congé. Ok, je clique dessus et je vais refaire un congé. Et à chaque fois, je vais faire des petits congés. Tac, comme ça, juste pour ça joli. Ça sert à rien, hein, entendez-moi bien, ça sert à rien, mais c'est joli. Et on aime faire des choses qui soient jolies. Tac, est-ce que je prends tout ça? Alors là, je pense qu'il va me mettre une erreur, à mon avis. Il va pas savoir résoudre le truc. Ah si, il y arrive, très bien. Ok. Ouais, c'est pas mal. J'ai oublié de sélectionner le truc en bas. C'est pas grave. Regardez, je peux très bien ici cliquer. Ajouter un jeu de sélection. Tac. Donc là, c'est mon premier jeu de sélection, on le voit ici. Là, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu pour la déconne. On a fait notre pièce. Je rajoute ça un peu plus en bonus. Du coup, je vais un peu plus vite. Mais c'est que vous voyez, on peut rajouter des congés. Même si ça n'a pas grand intérêt. Après, au moins, si le rendu, vous en êtes content, c'est l'essentiel. Hop là, tac, ok. Je vais refaire répéter congé. Et là, par exemple, vous voyez ici, bah, je vais rajouter un congé aussi. Hop, je tourne, je regarde un peu. Ok, j'espère que ça ne va pas me mettre d'erreur. Si ça vous met des erreurs, c'est pas grave. Vous revenez en arrière, réessayez peut-être dans une différente, un ordre de sélection différent. Normalement, ça devrait mieux passer. Regardez, je remets 0,5. Pas d'erreur, c'est parfait. Normalement, vous n'en aurez pas aussi. Si vous respectez une dimension, on y croit, ça ne va pas vous faire d'erreur. Tac, ok, parfait. Alors ici, c'est un peu moche par contre. Encore, ça va. Mais c'est pas grave. De toute façon, on va pas la fondre la pièce, donc ça va pas nous poser de soucis. Et tout de suite, bah, c'est plus joli. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup plus. Ça peut pas dire grand chose, mais c'est pas grave, vous avez compris l'intention. Hop, je vais en faire ici, tac. Ok, donc ça, c'était pour notre première pièce. Et si je reprends le tableau, et maintenant, bah, on peut cocher quasiment le tableau. J'ai mon feutre, j'ai tout. On a fait la bielle, c'est terminé. Tac. Prochaine vidéo, on va se faire le
la tête de piston. La tête de piston qui a déjà été faite sur la chaîne, mais je vais la refaire et je vais vous ajouter quelques petits détails, quelques petites infos. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors j'espère que vous aurez réussi à tout suivre. C'est un peu raide, il y a beaucoup d'informations, c'est normal. N'hésitez pas à faire des pauses, à reprendre. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. C'est hyper important de regarder d'autres personnes vous apprendre les trucs parce que chaque personne va avoir une manière différente d'apprendre, une autre pédagogie. Moi, je sais très bien que là, c'est totalement différent de la première vidéo que j'avais fait la première fois. C'est normal. Comme ça, je vous montre différentes choses, différentes manières de vous lancer. Il y a des gens qui fonctionneront bien, d'autres qui fonctionneront moins bien. Après, bah, ça, c'est les goûts et les couleurs, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas voilà, à faire vos petits retours, vos petits commentaires. Je lis tout le monde, hein. Je vous préviens, je lis tout le monde. Et comme ça, j'essaie toujours de prendre un peu en compte les commentaires de chacun pour améliorer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la prochaine vidéo sur la tête de piston. À penser à mettre la cloche, comme ça, vous aurez la notification. Vous pouvez aussi regarder quand la playlist entière sera sortie, eh bien l'ensemble des vidéos d'un coup pour suivre tout le projet. Et bien entendu, bah voilà, vous avez le Discord si jamais vous avez des questions. Les ressources seront aussi sur le Discord. C'est très facile de le rejoindre. Il y a pas mal de monde en ce moment sur le Discord, donc n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou, à présenter vos projets. Les gens sont assez réceptifs à ce genre de choses sur le Discord. En ce moment, c'est vraiment, il y a une très bonne ambiance. Ça me fait très plaisir de voir plein de gens sur le Discord. D'ailleurs, voilà, j'en profite sur la fin de la vidéo. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, je remercie tous ceux qui ont été sur le Discord parce qu'ils m'ont quand même vachement soutenu pour quelqu'un qui n'a pas fait de vidéo depuis 9 mois. Voilà, merci à eux, des bisous. Et que dire de plus, si ce n'est que je vais essayer de reprendre de live. Alors j'ai pas encore de date précise pour les lives. Faut d'abord que je ressorte la première vidéo et ensuite j'essaierai de reprendre les lives. Chaque chose en son temps. Voilà, là c'est un peu la remontada. J'avais la flemme de faire cette vidéo et pourtant j'avais envie de la faire. C'est un petit peu compliqué, une petite fracture mentale, mais ça va bientôt passer. Donc on va reprendre tout ça et puis on va essayer de modéliser d'autres choses. Là l'objectif c'est vraiment d'avoir un petit moteur de temps qui ne fonctionne pas thermiquement. Hein, voilà, il ne fonctionnera pas. Mais au moins peut-être qu'on puisse l'imprimer et avoir un petit démonstrateur au moins qui tourne. Et ensuite après peut-être qu'on le fera passer en moteur 4 temps. Mais voilà, on n'y est pas tout de suite. On a déjà quand même pas mal de vidéos à passer et normalement j'espère que les autres seront plus courtes pour qu'elles soient aussi plus digestes pour vous, plus faciles à comprendre. Sur ce c'est tout pour moi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à vous poser vos questions en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao.